On poursuit notre thème du patrimoine avec l'axe 2, la préservation du patrimoine entre tension et concurrence. Je ne te rappelle pas ici la définition du terme patrimoine qui se trouve dans l'introduction que tu pourras trouver sur la chaîne. Mais en tout cas, la préservation du patrimoine est un enjeu crucial qui est source de tension et de concurrence entre différents acteurs et différents intérêts. Voici la problématique de notre leçon. Comment la valorisation et la protection du patrimoine peuvent-elles être à la fois des vecteurs de développement et des sources de tension et de concurrence? Première partie, urbanisation, développement économique et préservation du patrimoine. L'exemple de Paris. Paris, qui est à la fois, tu le sais, la capitale française, mais aussi une ville mondiale, est confrontée à un défi majeur, celui de concilier la préservation de son très riche patrimoine historique avec les exigences du développement économique et de l'urbanisation moderne. Petit 1 d'abord, le patrimoine parisien a un héritage à préserver. On va d'abord rappeler un petit peu le patrimoine architectural exceptionnel de Paris. Ce patrimoine architectural remarquable, Paris le doit essentiellement à son histoire millénaire. Tu le sais, la ville abrite de nombreux monuments emblématiques, cathédrale Notre-Dame, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacré-Cœur. Et même au-delà de ces monuments devenus iconiques, le tissu urbain parisien est caractérisé aussi par son homogénéité, notamment due aux travaux d'Haussmann au XIXe siècle. Mais ce qui va nous intéresser surtout dans ce petit 1, ce sont les dispositifs de protection du patrimoine. Parce que pour préserver ce patrimoine unique, eh bien, plusieurs dispositifs ont été mis en place, tu dois absolument en retenir quelques-uns. Le premier que tu dois retenir, c'est vraiment les lois Malraux de 1962. Leurs noms proviennent d'André Malraux, qui est alors ministre de la Culture sous la présidence de Charles de Gaulle. Et ces lois ont marqué un tournant majeur dans la politique de sauvegarde du patrimoine en France. Elles sont promulguées le 4 août 1962 et elles introduisent le concept de secteur sauvegardé pour protéger, pour mettre en valeur des ensembles urbains historiques. Et d'ailleurs, c'est en 1964 que le quartier du Marais est le premier à bénéficier de ce dispositif. Alors, il faut retenir quelques caractéristiques de ce dispositif. D'abord, la création de plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSMV, pour les secteurs concernés. Ensuite, la protection étendue à des quartiers entiers, au-delà justement des monuments isolés. Enfin, ces lois prévoient aussi des incitations fiscales pour encourager la restauration des bâtiments anciens. Alors, quel est l'impact de cette loi? En fait, si c'était une loi qui a d'abord été appliquée à Paris, il y a en fait 100 secteurs sauvegardés depuis 1962 dans différents centres historiques de la France. Mais pour en revenir à Paris, il y a un autre dispositif qu'il faut connaître, c'est le plan local d'urbanisme, le PLU de Paris. En fait, le PLU est un document d'urbanisme qui va définir les règles d'aménagement, d'utilisation des sols à l'échelle de la ville. Et dans le cas de Paris, il va intégrer des dispositions spécifiques pour la protection du patrimoine. Donc ce PLU va amener à l'identification et donc à la protection des éléments patrimoniaux remarquables. On va réglementer dans ce PLU les hauteurs, les volumes, les aspects extérieurs des constructions. Enfin, troisième dispositif que tu dois connaître, ce sont les sites patrimoniaux remarquables, les SPR. C'est pas lié qu'à Paris, mais bien sûr, tu t'en doutes, il y en a à Paris. En fait, les SPR remplacent et unifie en quelque sorte d'anciens dispositifs comme par exemple les secteurs sauvegardés. Et ces nouveaux dispositifs vont mettre en place des plans de gestion très spécifiques, par exemple le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV. Donc tu le vois, ces trois dispositifs dont je viens de parler, qui ont été créés à des époques différentes, se complètent pour assurer une protection à plusieurs niveaux du patrimoine parisien. Et puis ils illustrent aussi l'évolution de la conception de la protection patrimoniale en passant d'une approche centrée sur les monuments à une vision plus large englobant des ensembles urbains, des ensembles paysagers. Petit 2, les défis de l'urbanisation et du développement économique. Comme je te l'ai rappelé, Paris, c'est une métropole mondiale. Et comme toutes les métropoles mondiales, elle est en constante évolution. Et pour maintenir son rang de métropole mondiale, eh bien, cela implique un développement économique continu et puis des innovations urbaines. Pour te donner une idée, l'Île-de-France représente une part importante dans l'économie nationale. Par exemple, l'Île-de-France concentre 31% du PIB national, 23% des emplois, presque un quart, et 20% de la population.
Et dans le cadre de la métropole mondiale, eh bien, il y a des projets de modernisation urbaine. Parmi ces chantiers majeurs, il faut en retenir quelques-uns. D'abord, la tour Triangle. Ça constitue l'un des plus emblématiques et des plus controversés projets de modernisation architecturale. La tour Triangle est située dans le 15e arrondissement, au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles. C'est une construction futuriste de 180 mètres de hauteur qui adopte une forme pyramidale, d'où son nom de tour Triangle, en verre, en acier. Le projet a été lancé en 2008, mais il a connu un parcours très tumultueux avant de voir ses travaux enfin débuter en février 2022. Les opposants au projet, dont certains hommes et femmes politiques au Conseil de Paris, ont multiplié les recours, mais finalement le permis de construire a été accordé. Plus à l'est de Paris, tu as un autre projet qui est intéressant, les tours du Haut. Elles sont situées dans le 13e arrondissement, elles sont conçues par l'architecte Jean Nouvel, et ces deux tours asymétriques se distinguent par leur architecture ambitieuse, on va dire. La première tour, du Haut 1, s'élève à 180 mètres. Sa petite sœur, du Haut 2, culmine à 122 mètres. Elles ont été livrées fin 2021, malgré les débats qu'elles ont pu susciter concernant leur impact environnemental, mais aussi leur impact paysager. Ce qui nous amène au petit 3, les tensions entre préservation et modernisation. Alors, il y a tout un débat qui se fait sur le concept de muséification de Paris ou d'autres villes d'ailleurs dans le monde, avec deux visions qui s'opposent quant à l'avenir urbanistique de Paris. Première vision, les partisans de la préservation ont argué que l'attrait touristique et économique de Paris repose sur son patrimoine historique préservé. Et ils craignent que des constructions modernes, telles que celles que je t'ai citées tout à l'heure, ne défigurent la ville. Deuxième position, en face, en quelque sorte, les défenseurs de la modernisation, qui soutiennent que Paris doit s'adapter aux besoins contemporains, notamment en termes de logement, en termes d'espace de travail moderne. Bien sûr, pour Paris, le tourisme de masse représente aussi un autre défi majeur lié à la préservation du patrimoine, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que Paris, il y a aussi Venise, que l'on verra dans la troisième partie. En 2, la destruction, la protection et la restauration du patrimoine, enjeu géopolitique, la question patrimoniale au Mali. Petit 1, le Mali a un patrimoine menacé par l'instabilité. Alors, il faut rappeler quand même que dans son histoire, le Mali a été le berceau de très grands empires ouest-africains. L'empire du Ghana, du 8e au XIe siècle, qui est vraiment le premier grand empire de la région et qui s'effondre au XIe siècle donc, l'empire du Mali de 1235 au XVIe siècle, qui va atteindre son apogée sous Mansa Moussa au XIVe siècle, et puis l'empire Songhai, à peu près toujours localisé au même endroit, du XVe au XVIe siècle, qui est lui centré autour de Gao et qui succède à l'empire du Mali et qui domine la région jusqu'à sa chute en 1591. Et du fait de cette histoire, le Mali possède un patrimoine culturel exceptionnel, illustré par 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, je te propose de passer en revue ces sites, comme ça tu auras des informations sur chacun. D'abord, Tombouctou, inscrit en 1988, c'est vraiment une ville mythique, surnommée la perle du désert, surnommée aussi la ville des 333 saints. Ça a été un grand centre intellectuel, commercial de l'empire malien. Sa renommée était liée à sa célèbre université coranique qui attirait des savants de tout le monde musulman et puis à ses nombreuses bibliothèques aussi qui conservaient des milliers de manuscrits anciens. Tombouctou est riche aussi de 3 grandes mosquées construites en banco, c'est-à-dire en terre crue, entre le XIVe et le XVIe siècle, soulignant également l'importance religieuse de cette ville. En plus de cela, l'inscription à l'UNESCO comprend aussi 16 mausolées. Deuxième site, les villes anciennes de Djenné, qui sont inscrites aussi en 1988. Elles sont situées sur une île au cœur du delta intérieur du Niger et Djenné est connu pour son architecture unique en terre crue. Alors, le bien classé au patrimoine universel comprend 4 sites archéologiques ainsi que la vieille ville de Djenné. L'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial est vraiment un témoignage exceptionnel sur les civilisations pré-islamiques du delta du Niger et sur son architecture aussi en terre qui est très caractéristique du style soudano-sahélien. Troisième site, les falaises de Bandiagara dans le pays d'Ogon qui ont été inscrites en 1989. C'est un paysage à la fois culturel et naturel qui s'étend sur près de 400 000 hectares qui a été inscrit comme un site mixte,
culturelles donc, et naturelles. Elles sont situées au pays d'Ogon, on est dans le centre du Mali, et ces falaises de Bandiagara offrent un paysage tout à fait spectaculaire et abritent des villages traditionnels accrochés à flanc de falaises. Et ce peuple Dogon, qui est connu pour ses traditions ancestrales, sa mythologie complexe et ses masques rituels, a développé une architecture unique adaptée à l'environnement escarpé. Enfin, quatrième site, inscrit un petit peu plus tard, en 2004, le tombeau des Askia. Situé à Gao, qui est l'ancienne capitale, je te le rappelle, de l'empire Songhai, le tombeau des Askia est un imposant monument funéraire pyramidal, construit une nouvelle fois en Banco au XVe siècle. Il abrite les tombes de plusieurs empereurs Askia qui ont régné sur l'empire de Songhai, donc à son apogée. Et ce monument témoigne de la puissance et de la richesse de cet empire qui contrôlait les routes commerciales transsahariennes et qui a joué un rôle majeur dans la diffusion de l'islam dans l'Afrique de l'Ouest. Donc tu le vois, ces 4 sites inscrits à l'UNESCO illustrent la richesse et la diversité du patrimoine malien. Or, leur préservation est aujourd'hui menacée par l'instabilité politique et les conflits armés. Alors, quelles sont les menaces ? En fait, depuis le début des années 2000, le Mali fait face à une crise politique et militaire complexe. Mais c'est surtout à partir de 2012 que les menaces se sont affirmées. Puisqu'en 2012, des groupes indépendantistes touaregs, notamment le Mouvement national de libération de l'Azawad, ont pris les armes pour réclamer l'indépendance du nord du pays, qui est donc connu sous le nom d'Azawad. À cette revendication indépendantiste s'est ajoutée la montée en puissance de groupes djihadistes tels que Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire AQMI, et puis aussi le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui cherche à imposer une vision rigoriste de l'islam. Or, ces groupes ont profité de la faiblesse de l'État malien pour occuper les régions du nord, ce qui a entraîné une instabilité persistante. Et depuis 2012 donc, l'instabilité politique et la présence de ces groupes armés dans le nord du pays font peser de très graves menaces sur le patrimoine. À Tombouctou, les djihadistes ont détruit 14 mausolées classés. Également, la porte de la mosquée, Sidi Yahya, a été forcée et le monument Al-Farouk a été démoli. À Gao, le tombeau des Askia n'a pas pu être entretenu pendant l'occupation djihadiste. Et puis à Tombouctou, des milliers de manuscrits anciens ont été brûlés ou pillés. Au-delà de ces exemples, tu dois retenir que ces destructions s'inscrivent dans une tendance qui est qualifiée parfois de bamianisation. Ce concept de bamianisation fait référence à la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans. Et ça désigne l'idée d'une destruction systématique du patrimoine pour des motifs idéologiques. Petit 2, reconstruction et protection du patrimoine malien, un défi majeur. Alors face à l'avancée de ces groupes terroristes vers le sud et vers la capitale Bamako, le Mali a demandé à la France de déployer l'opération Serval à partir de janvier 2013. Et cette opération, qui a été appuyée par des forces armées maliennes et puis d'autres partenaires internationaux, a permis de repousser les insurgés et de reprendre le contrôle de zones stratégiques, y compris Tombouctou. En parallèle de cela, la MINUSMA, c'est-à-dire la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a été mise en place en avril 2013 pour stabiliser, comme son nom l'indique, la situation, protéger les civils, mais aussi soutenir les efforts de reconstruction du pays. Et dans cette période de reprise, eh bien, on a eu une reconstruction d'éléments du patrimoine malien. Par exemple, on a reconstruit les 14 mausolées qui avaient été détruits. On a essayé de récupérer la bibliothèque aussi de Tombouctou. Donc, la communauté internationale reconnaît l'importance de restaurer ce patrimoine, non seulement pour les populations maliennes, bien entendu, mais aussi pour l'humanité tout entière. Autre élément aussi, c'est la lutte contre le pillage et le trafic de biens culturels, puisque cette situation d'insécurité au Mali a aggravé la menace de pillage, de trafic illicite. Les manuscrits, les objets d'art ou d'autres reliques sont souvent ciblés par des trafiquants cherchant à les revendre sur les marchés internationaux. Et face à cela, des mesures ont été prises pour renforcer la protection du patrimoine malien, notamment des campagnes de sensibilisation, mais aussi l'amélioration de la loi malienne et puis des actions concertées
au niveau international pour lutter contre ce trafic. Notamment, l'UNESCO s'est associé à Interpol pour mettre en place des initiatives pour suivre et récupérer les biens culturels volés. Un autre moment important, c'est la condamnation d'Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi par la CPI, la Cour pénale internationale. En 2016, c'est un véritable précédent historique qui a été établi dans la lutte contre la destruction du patrimoine culturel avec la condamnation d'Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi par la Cour donc pénale internationale. C'est un membre d'Asnar Dine, c'est-à-dire le groupe terroriste qui a détruit les mausolées, qui est reconnu coupable de la destruction délibérée de 9 mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yahya à Tombouctou en 2012. Cette condamnation, c'est vraiment une première dans l'histoire de la CPI pour crime de guerre lié à la destruction de biens culturels. Il est condamné à 9 ans de prison, ce qui envoie quand même un message très fort selon lequel la destruction du patrimoine culturel est un crime grave affectant non seulement les communautés locales mais aussi l'humanité dans son ensemble. Alors la situation reste quand même fragile puisqu'en 2020 et 2021 des coups d'État militaires ont renversé les gouvernements en place entraînant de nouvelles périodes d'incertitude, de nouvelles périodes de tension. Grand 3, le tourisme culturel entre valorisation et protection, l'exemple de Venise. Petit 1 tout d'abord, Venise, un patrimoine exceptionnel. Venise, c'est vraiment une ville unique au monde, on l'appelle la Sérénissime, elle est réputée pour son patrimoine exceptionnel, on pourrait presque dire pour son charme incomparable. C'est une cité lagunaire, c'est-à-dire qu'elle est située dans une lagune sur la mer Adriatique. C'est un archipel en fait, Venise, de 118 îles reliées par plus de 400 ponts. Et cette situation géographique particulière a vraiment façonné son histoire, son architecture et on pourrait presque dire son mode de vie. Et donc le patrimoine vénitien se caractérise d'abord par une architecture gothique et Renaissance, puisque Venise a connu son apogée au Moyen-Âge et donc à la Renaissance, période durant laquelle de nombreux palais, de nombreuses églises, de nombreux monuments divers ont été construits. Et donc c'est vrai que l'architecture vénitienne est quand même un mélange unique de style gothique, de style byzantin aussi et de style Renaissance. Alors, on connaît des édifices emblématiques tels que la basilique Saint-Marc, qui est vraiment un joyau de l'art byzantin, le palais des Doges, qui est le chef-d'œuvre du gothique vénitien, l'église Santa Maria della Salute aussi, exemple remarquable de l'architecture baroque. On peut citer le pont du Rialto et puis les nombreux palais qui bordent le Grand Canal. Et puis peu à peu, ce patrimoine a été intégré en quelque sorte dans une sorte de reconnaissance internationale. Et en 1987, Venise et sa lagune sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en reconnaissance finalement de leur valeur universelle exceptionnelle. Alors, cette inscription a contribué à accroître la renommée de la ville, ce qui fait qu'elle va être confrontée au tourisme de masse. Petit 2, l'impact négatif du tourisme de masse sur le patrimoine vénitien. C'est vrai que là encore, on est dans une ambivalence parce que le développement touristique peut contribuer à la valorisation du patrimoine, mais il peut aussi le menacer dans des villes comme justement Venise, qui est confrontée au tourisme de masse. Alors, il y a plusieurs menaces qu'il faut que tu connaisses. D'abord, la dégradation de l'écosystème lagunaire. C'est-à-dire que l'afflux massif de touristes a un impact direct sur un environnement qui est de toute façon fragile, celui de la lagune. Venise accueille environ 30 millions de visiteurs par an, ce qui représente plus de 110 fois sa population locale. C'est une véritable surpopulation touristique, on pourrait dire, un surtourisme, on dit aussi, qui engendre une pression considérable sur les infrastructures et sur l'environnement de la ville. Autre élément qui dégrade l'écosystème, c'est le passage des immenses paquebots de croisière et même la multiplication des bateaux-taxis, les vaporetti, qui créent une houle qui fragilise les fondations des bâtiments et qui érode les rives. Autre impact du tourisme sur Venise, c'est la chute de la population locale. En fait, il y a une pression sur les habitants en quelque sorte et il y a un phénomène de muséification de la ville. En fait, ce tourisme de masse provoque une hausse des prix de l'immobilier, une hausse du coût de la vie qui pousse les habitants à quitter la ville qui a perdu les 2/3 de sa population en 50 ans. Et aujourd'hui, le centre historique de Venise ne compte plus que 50 000 habitants. Il faut rajouter à ça la multiplication des locations touristiques de courte durée via des plateformes comme Airbnb qui va accélérer
ce phénomène. Et donc la ville se vide de ses habitants permanents et se transforme en un espace dédié au tourisme, une sorte de parc d'attractions à ciel ouvert, un phénomène d'ailleurs appelé la Disneylandisation. Donc c'est une évolution vers la muséification de la ville qui crée des tensions avec les Vénitiens qui voient leur ville se transformer en véritable décor touristique. C'est-à-dire que l'authenticité et la vie locale sont sacrifiées au profit du commerce touristique. Les commerces traditionnels disparaissent au profit de boutiques, de souvenirs, ce qui contribue à la perte d'identité de la ville. Mais la ville est aussi confrontée à un autre défi majeur, mais qui procède de tout cela, c'est de trouver un équilibre entre développement économique lié au tourisme et la préservation de son patrimoine et de sa qualité de vie. Petit 3, les mesures de protection et de régulation du tourisme. Face au surtourisme, plusieurs mesures de protection et de régulation ont été mises en place pour préserver la ville et pour préserver le fragile écosystème lagunaire. D'abord, le premier train de mesures est sur la lutte contre la surfréquentation et ses impacts. Comme je te le disais, en 2021, on a interdit l'accès au centre de Venise aux grands paquebots de croisière. Ils doivent désormais emprunter un itinéraire alternatif pour accéder au port, ce qui limite un peu leur impact sur la ville historique. Deuxième élément, le contrôle des flux touristiques. La municipalité a mis en place des portiques de régulation pour contrôler l'accès à certains sites touristiques, notamment lors d'événements importants comme par exemple le carnaval de Venise. Tu l'as compris, cette mesure vise à limiter la concentration des visiteurs dans des zones les plus fragiles et de mieux gérer les flux touristiques. Un autre élément de régulation, c'est une taxe d'entrée dans la ville. Alors, la mise en place d'une taxe tournait depuis un petit moment et elle a été mise en place depuis l'été 2024 pour l'accès à certains quartiers. Cette mesure permettra de générer des revenus pour financer la protection et la restauration du patrimoine et on essaie de dissuader les touristes à la journée qui contribuent à la saturation de la ville sans forcément participer beaucoup à la vie économique, par exemple à l'hôtellerie. Bon, deuxième élément de mesure, c'est pour la protection de l'écosystème lagunaire. Et là, il faut qu'on parle du projet MOSE. Parce que Venise fait face depuis longtemps au phénomène de l'aqua alta, c'est-à-dire des marées exceptionnellement hautes qui menacent régulièrement la ville. Or, ce problème s'est aggravé avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Et peu à peu a pris corps le projet de digues mobiles qui permettrait d'éviter l'impact des aqua alta. C'est le projet MOSE. Comment fonctionne ce système MOSE? En fait, il se compose de 78 digues mobiles réparties sur une longueur de 1,6 km divisée en 4 sections. Dans le temps normal, ces digues restent submergées, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'eau. Mais en cas de prévision de marée haute, c'est-à-dire au-delà de 110 cm au-dessus du niveau de la mer, de l'air comprimé est injecté dans les digues en les faisant émerger en environ 30 minutes. Et une fois levées, ces digues forment une barrière solide contre la montée des eaux, isolant la lagune de la mer Adriatique. Ce projet MOSE a été lancé en 2003, il est devenu opérationnel en 2020. Il a été émaillé de retards, de scandales, d'explosions de son coût, mais enfin, depuis son activation, il a démontré son efficacité à plusieurs reprises. D'abord, lors de sa première utilisation, le 3 octobre 2020, le système a réussi à protéger la ville d'une marée supérieure à 120 cm. En octobre 2023 encore, le MOSE a protégé Venise pendant une dizaine de jours consécutifs de marée haute, évitant ainsi des millions d'euros de dégâts. Bon, enfin, d'une manière générale, les autorités vénitiennes essaient d'encourager un tourisme durable, axé sur la découverte de la culture et du patrimoine vénitien, et non sur une consommation effrénée du patrimoine. Donc il y a des initiatives, des campagnes qui visent à promouvoir les artisans locaux, les commerces traditionnels et puis les quartiers moins fréquentés aussi par les touristes. Enfin, en 2019, le maire de Venise a demandé à l'UNESCO d'inscrire la ville sur la liste du patrimoine mondial en péril afin d'alerter sur la gravité de la situation et d'obtenir un soutien accru de la communauté internationale. Et ben voilà, on a fait le tour de toutes les informations de la leçon. J'espère que celle-ci a pu t'aider. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas aussi à t'abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.